là, je voulais remercier très chaleureusement Julien Drey, qu'on ne présente plus. Alors, comment ça se passe concrètement? Alors en 82, il y a la culture hip-hop qui arrive en France, par le biais de Libération, Bernard Zecri, Europe 1, et qui cartonne. Alors je vais essayer de faire une chronologie rapide, parce que comme on va échanger, on pourra poser peut-être plus de questions de manière à ce que je développe. Donc je vais faire une petite chronologie rapide. Donc la culture hip-hop arrive en 82 en France, par l'intermédiaire justement, comme je l'ai dit, d'Europe 1, etc., et du Palace, et de Jacques Lang. C'est assez amusant. Et donc de 82 à 89, la culture hip-hop, qui, alors pour ceux qui ne connaissent pas, qui englobe plusieurs disciplines, le rap, le DJing, le graphing, le b-boying, c'est-à-dire la danse, le graphe, voilà, et puis le rap. Donc la culture hip-hop de 82 à 89 reste une culture un petit peu, on va dire une culture urbaine, mais qui n'est pas dans un procédé d'ingénierie sociale de domination. C'est-à-dire que lorsque le rap arrive en 82 en France, les tenants du manche ne sont pas dans une logique de se dire que voilà, on va dominer les quartiers populaires avec. On est vraiment dans un phénomène de mode, toujours par une fascination de ce qui se passe aux États-Unis. Et les procédés de domination qui se passent sur la culture populaire, comment dirais-je, la population immigrée dans les banlieues, elle se fait plutôt par le biais, pendant ces époques-là, d'SOS Racisme, de la musique à Balavoine, et puis des émissions de télé comme Arnold et Willy et compagnie. Et donc, par contre, à partir de 89, on est un an après le deuxième septennat du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste, évidemment, en 89, quand on est dans les banlieues, on est totalement désabusé du Parti Socialiste. Et donc, on a vu l'échec de SOS Racisme, voilà. On a vu l'échec de cette organisation-là. Les gens n'y croient plus. Et donc, ils font un relais. D'autant plus qu'en 89, il y a la loi, toujours du fameux Jospin, qui fait une loi anti-voile, de manière à ce que tous les gens qui ont co-signé SOS Racisme, c'est-à-dire Finkielkraut, Bernard Kouchner et compagnie, eux, signent justement la loi anti-voile qui montre du doigt le méchant barbu qui avant était le gentil beurre. Donc c'est encore plus une raison pourquoi dans les quartiers populaires, les gens ont grosso modo la haine contre SOS Racisme. Et donc c'est à partir de ce moment-là que le rap, qui est retiré justement de la culture hip-hop, est utilisé comme un phénomène d'ingénierie sociale, toujours par Jacques Lang, et par les relais officieux de contre-culture. Alors les relais officieux de contre-culture, c'est-à-dire que la culture officielle, la culture de masse, elle est toujours représentée par les grosses radios comme Énergie, comme TF1, etc. Et il y a en face les gens qui sont de la même famille, mais qu'on appelle la contre-culture, qui est utilisée par justement des radios comme Radio Nova à l'époque, ou les journaux spécialisés comme Actuel, qui nous font croire justement que c'est une culture de dissidence, alors que c'est un petit peu comme dans Big Brother, c'est-à-dire la contestation qui est aux ordres du capital. Et donc, justement relayé par Radio Nova et ses amis, le rap arrive en 89 par l'intermédiaire de cette radio. Puis, il y a la compil Rapatitude, très vite en 90, qui nous lance justement les fers de lance du rap, NTM, etc., Assassin, en sachant qu'en parallèle, IAM est lancé par les personnes qui ont lancé Rapatitude. Je développerai plus tard. Et donc à partir de ce moment-là, c'est le rap, lui, qui prend le relais de SOS Racisme, c'est-à-dire à travers un discours victimaire, de fausses contestations, mais de récupération justement des colères légitimes dans les quartiers, d'autant plus que la situation se dégrade de plus en plus avec la guerre en Irak en 90, la stigmatisation des musulmans, qui fait que justement le rap sert d'exutoire à cette situation-là. Toujours évidemment avec le côté les gentils noirs, les gentils arabes, vous nous avez fait, vous nous, et toujours avec les blancs d'un côté qui sont stigmatisés, qui n'ont que pour choix soit de fuir, soit de s'adapter en rappant, soit de s'adapter en fermant sa gueule, ou soit pour ceux qui ont plus de courage ou autres, je ne sais pas comment on peut le dire, se radicaliser, soit chez les skins, soit dans le front, etc. Donc on a une situation qui est assez conflictuelle. Et puis après, on arrive donc avec l'essor de 96 de la radio Skyrock, qui est le porte-parole du discours antiraciste en France, enfin la caisse de résonance.
on arrive à l'âge d'or du discours antiraciste jusqu'en 97-98 à travers des groupes comme IAM, des groupes comme NTM. Tout le discours qu'il y a eu comme ça après la Coupe du Monde, la France multiraciale qui a gagné. Non, c'est un acquis qui existait déjà. On sait que la France est multiraciale, d'où on vient, elle l'est, quoi. Elle a toujours été, donc voilà, quoi. Mais cette victoire, on l'a présentée comme une victoire contre Le Pen. Ah, non. Une victoire, ça serait plus de le foutre à la porte lui, quoi, le mettre dans un charter et puis salut, quoi. On l'envoie au Groenland et c'est bon, quoi. Ça, ce serait peut-être pas tout à fait démocratique aujourd'hui. Mais... Ouais, bon, qu'est-ce qu'il est démocratique quand lui ne l'est pas, quoi. Viens voir chez nous à la démocratie comment. Sauf que ce qui se passe durant les années de 89 à 97, c'est que certes, il y a un discours antiraciste qui est propagé dans les ondes, mais l'essence du rap qui quand même fait appel à une certaine radicalité, malheureusement, je pense que ce que n'avaient pas prévu les gens de l'antiracisme, c'est qu'elle radicalise un petit peu la population de la banlieue, mais peut-être pas dans le sens dans lequel ils voudraient. C'est-à-dire qu'elle pousse les gens des quartiers populaires à à chercher une communauté, et donc les pousse vers l'islam. Et donc on arrive quand même de plus en plus, jusqu'en 97-98, à certes un discours antiraciste qui est assez intéressant pour les tenants du manche, mais paradoxalement aussi à une certaine radicalisation et un certain enfermement des gens des quartiers populaires dans un islam qui n'est pas l'islam bien senti, mais un islam malheureusement infiltré par la logique rap et infiltré par la logique du comment dirais-je, un discours un petit peu gangstériste pour certains, et puis aussi l'apologie du shit qui a été faite par les groupes majeurs, c'est-à-dire le Secteur A, par NTM, Passe Loinge, et puis IAM, le Shit Squad, etc., etc. Donc, malgré tout, on a quand même le loup, comme j'ai envie de le dire, de l'islam qui est rentré dans la bergerie et qui commence à être de plus en plus propagé. Donc, on arrive à une situation où il y a un autre rap qui passe par les ondes et qui naît, c'est le rap, on va dire, de la Mafia Kinfry, le rap de Rof, le rap de Kerry James, qui certes est victimaire, certes reprend les logiciels antiracistes, mais qui reprend quand même aussi des codes traditionnels. On commence à entendre des mots comme l'honneur, des choses qui viennent quand même des religions révélées. Le respect des parents. Le respect des parents, etc. Donc on arrive quand même à une situation où ça peut être aussi assez paradoxal, où on commence à créer, où l'antiracisme crée un petit peu un monstre qui peut aussi se retourner contre eux. Et le meilleur exemple qui arrive, c'est le groupe Lunatic. Donc quand le groupe Lunatic arrive à l'an 2000, certes, on peut dire ce qu'on veut sur le groupe Lunatic, mais il y a quand même une certaine radicalité, représentée par Booba d'un côté, voilà, et aussi, et surtout, représentée par Ali. Ce qui fait que le groupe Lunatic, malgré tout, n'est pas souhaité par les tenants du manche, parce que on commence à avoir une évolution dans le discours, et on n'est plus dans le discours victimaire, on est dans un discours d'affirmation. Lunatic, Booba Ali, 9 de I. Pas le temps pour les regrets, les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès, pour qu'à mon tour je procrée. De ceux pour qui le jour porte conseil, quand c'est la nuit qu'on agit, traîne ma chair et mon ossature vers n'importe quelle attitude, sous n'importe quelle. Et donc c'est à ce moment-là que justement les tenants du manche, je répète toujours, de l'antiracisme, qui sont au final les grands patrons, grosso modo, le grand patron les gens de l'Empire, décident à partir de 2000 de changer le braquet du rap. C'est-à-dire que de ne plus mettre en avant le discours antiraciste, parce que justement il peut créer des gens qui, à force de se victimiser, commencent à se radicaliser, et donc ça peut créer des rofs et des lunatiques. Donc à partir de ce moment-là, il décide de changer le braquet, d'autant plus qu'à partir de l'année 2000, il y a la deuxième intifada en Palestine, qui radicalise de plus en plus les gens des quartiers populaires, les gens de banlieue. Donc il est absolument obligatoire pour l'Empire, toujours dans un procédé de domination dans les quartiers populaires, toujours dans un procédé de diviser pour mieux régner, décide de jouer sur la carte de l'ultralibéralisme. C'est-à-dire que, évidemment, le rap, la popularité du rap, la popularité des rappeurs repose sur leur pseudo-rebelle attitude, sur leur pseudo-radicalisme. Et donc c'est à partir de ce moment-là que l'Empire décide de miser sur Booba.
Ils n'ont pas créé Booba. Booba existait déjà. Booba existait déjà depuis 97. Mais le rap de Booba n'était pas dangereux parce que c'était un rap qui était tenté sur l'ultralibéralisme. La maille, l'oseille, l'oseille, l'oseille. C'était pas un rap qui était mis en avant, c'est vrai, à l'époque, en 97, parce que ce qui était mis en avant, c'était le rap d'Ayam, le rap d'NTM, né sous une même étoile. Mais à partir de 2000, du fait de ce que je vous ai expliqué, il décide de miser sur Booba en mentant, comment dirais-je, au quartier populaire, en le montrant lui comme une personne radicale, alors que la personne qui est vraiment radicale dans cette histoire-là, c'est plutôt Ali, mais il préfère désigner Booba comme une personne radicale, sachant que ça allait accentuer sa popularité auprès des gens des quartiers populaires, toujours aussi stupides. Et donc, ils mettent en avant Booba. À partir de l'année 2001-2002, Booba qui trahit justement Lunatic, qui trahit le 45 scientifique qui était le label qui l'avait lancé. Et donc à partir de ce moment-là, on rentre dans une nouvelle ère où Booba toujours affirmant son côté musulman, mais une infiltration du logiciel ultralibéral dans la religion musulmane. Ce qui fait qu'on arrive à une situation maintenant, des années plus tard, où dans les quartiers populaires, on n'a plus de discours antiraciste parce que les tenants du manche se sont rendus compte que ce n'était plus la carte à jouer pour maintenir les quartiers populaires dans la merde. Ils ont préféré jouer plutôt la carte de l'ultralibéralisme de manière à ce que ce qui compte uniquement c'est l'oseille. Et c'est-à-dire de créer une uniformisation dans les quartiers, plus dans la division, mais une uniformisation du fait que, à tel point que maintenant, les gens dans les quartiers sont devenus des agents propagateurs de l'idéologie de l'Empire. Ils ne sont plus en opposition par rapport au système, ils ne sont plus dans ce qui s'est passé avant dans les années 80-90, c'est-à-dire le toit le noir, le toit le blanc, mais ils sont donc, on en a rien à foutre, nous ce qu'il faut c'est de l'oseille. Voilà. Et donc, et tout ça, ça s'est fait aussi avec la marche qui était très importante en 2001-2002, c'est-à-dire cette marche-là, c'est la marche Diams. Pourquoi moi? C'était toujours une question que je me posais. Pourquoi moi? Pourquoi ce succès? Pourquoi tout d'un coup cet argent, cette gloire? Pourquoi? Je sentais que mes copines, elles étaient dépassées par mes états d'âme. Tout le monde était dépassé par mes problèmes. Maintenant, j'ai eu besoin que Dieu me parle aussi. J'avais besoin de ce retour et le retour, je l'ai eu en lisant le Saint-Coran, en fait. C'est compliqué d'être une femme musulmane avec son voile en France aujourd'hui? Alors, ça reste le pays des libertés, dans le sens où j'ai le droit de mettre mon foulard, j'ai le droit de mettre mon voile et tout ça. Mais les préjugés, les méchancetés, les critiques, les cases, c'est facile. Qui a permis, par l'intermédiaire d'une femme blanche, comment dirais-je, de uniformiser et de populariser, alors là pour le coup, le discours antiraciste du rap, comment dirais-je, des tenants du manche. Et donc c'est l'alliance en fait de ce rap popularisé, en tout cas on va dire le rap commercial représenté par Diams, qui est lui antiraciste et qui humaniste, démago, on va dire, avec à la base le rap de Booba, qui crée une situation actuelle dans laquelle on est un petit peu tous, où au final le rap intègre, le rap révolutionnaire, le rap qui prétendrait défendre et expliquer ce que nous on est en train de dire, n'est jamais entendu, ne passe jamais dans les ondes. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que des gens comme Booba, des gens comme Rof ou des gens comme Diams ont créé des clones dans tous les quartiers populaires, puisque ces gens dans les quartiers populaires veulent leur ressembler, ce qui fait que même le rap indépendant, qui est censé être le marchepied avant d'arriver au rap de Skyrock, et ben pour justement arriver au rap de Skyrock, est obligé de singer le rap de Booba, le rap de Rof et le rap de Diams, à tel point que maintenant, même dans le rap indépendant, il est très 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 dur de trouver justement des gens qui peuvent avoir un discours politique assez cohérent et assez conséquent. Oui, alors Mathias vient de vous dire qu'on ne fait plus appel dans l'oligarchie aux luttes antiracistes. Oui. Je crois que c'est tout à fait vrai. Mais ils sont malins ces gens-là, Mathias. Ils sont super malins, Mathias. C'est-à-dire qu'ils ont des tiroirs avec plein de dossiers à l'intérieur, et puis ils les ressortent quand nécessité fait loi, selon eux.
Et bientôt, je pense que nous allons retrouver, enfin je pense pas, je le sais, nous allons retrouver l'oligarchie, nous vanter les mérites de l'antiracisme, notamment avec un film dans lequel joue Jamel Debbouze, qui s'intitule d'ores et déjà La Marche. Laisse-moi voir, qu'est-ce qu'il y a? Attends, mais qui c'est qui t'a fait ça, Monia? Le monde est ainsi. L'histoire est ainsi. La justice n'est pas un acquis. Elle est le fruit de la révolte. Marche. Qui donc 30 ans après, dans le cadre d'une commémoration qui va certainement permettre encore au Parti socialiste, dans sa dimension culturelle, d'essayer de récupérer des jeunes qui ne peuvent pas tous, tout le temps, manger, boire et dormir avec le rap, puisque justement, comme tu l'as très bien dit, ce rap est totalement un appel au consumérisme et au libéralisme qui forcément doit rencontrer malgré tout chez certains jeunes un certain rejet tout de même. Eh bien on ressort La Marche pour le 30e anniversaire parce qu'on décide que 30 ans c'est une année extraordinairement importante et on va ressortir cet événement qui avait été une manipulation de foule. Je parle de La Marche de 1983 à la tête de laquelle se trouvait Christian Delorme, un curé moderniste extrêmement proche des réseaux socialistes, s'il ne l'était pas d'ailleurs lui-même totalement. Moi je crois qu'on peut trouver les chemins de la paix sociale si tout le monde s'y met. Je pense que le gouvernement doit avoir le courage de sa politique. Quand il fait des choses bien pour les communautés étrangères comme pour le reste de la population, il n'a pas à en avoir honte. Il a à le dire. Il a à dire que les familles d'origine étrangère ont des droits dans ce pays. Il a à les remercier. Moi, je rêve d'une grande déclaration de François Mitterrand en direction de l'immigration, un peu comme Lincoln lançant ses déclarations d'émancipation. Je rêve de François Mitterrand en disant la France aujourd'hui, c'est aussi ces populations-là. C'est aussi ces familles qui donnent un sang neuf à la France, qui est un pays qui vieillit, qui n'a plus d'enfants. Je rêve de cela. Je rêve aussi, le jour où je verrai des affiches, les policiers contre le racisme, eh bien, je crois que des choses changeront dans ce pays-là et que la paix avancera. C'est pourtant une chose simple. On va nous resservir, après les manifestations hostiles, à juste titre, selon moi, au mariage homosexuel, qui ont connu finalement aucun débouché, qui se sont retrouvés dans l'impasse, et à tous ces Français qui se sont mobilisés pour essayer de faire en sorte que la famille soit sauvée, on va représenter de nouveau la facture de l'antiracisme, on va de nouveau manipuler le paysage politique et social avec cette question sociétale et on espère, je le pense, utiliser une fois de plus l'immigration pour enterrer la résistance française à la destruction de la famille. Et l'immigration va emporter le chapeau, c'est-à-dire que encore une fois, ils nous jettent l'un en face de l'autre, alors que finalement et les uns et les autres sont instrumentalisés. Et nous sommes venus aujourd'hui notamment faire cette déclaration, Mathias et moi. La Marche, ce film où Jamel Debbouze, qui est un authentique traître comme j'en ai rarement rencontré dans ma vie, doit être absolument combattu dans le sens où il faut aller dire là où vous habitez, là où vous travaillez, de ne pas vous rendre à ce film, même si je sais qu'ils ont les coups des franches, puisqu'ils ont probablement d'ores et déjà mis en place des wagons entiers pour y amener à partir de l'école les enfants et les adolescents. Et encore une fois, qu'on me dise complotiste, moi franchement ça m'empêche pas de dormir, parce que je crois en effet que des complots ont lieu depuis le début de l'histoire de l'humanité, dès lors que l'on fait les choses dans l'ombre, pour le mal d'autrui et pour le profit de soi seul, c'est-à-dire une minorité, il y a complot. Le complot se définit par ces trois critères-là. La clandestinité de l'action, la clandestinité des acteurs, des dirigeants de l'action, et une action au profit d'une minorité. Et je suis désolée, mais dans l'histoire, en tout cas qui nous est proche, la chose est incontestable. Il y a des complots, et aujourd'hui il y a un complot antiraciste avec de nombreuses ramifications. Celle du rap
Mathias est là pour en faire la démonstration. Et moi, je viens aussi pour vous dire, par-dessus ce que rajoute Mathias, que le complot antiraciste n'est pas terminé. Oui, d'autant plus que la boucle est bouclée, parce que là, on est je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sortira. Le 28 septembre, pour ceux qui le sachent, je n'arrive plus à parler. Pour ceux qui le savent. Pour ceux qui le savent, le 28 septembre, il y a le concert Urban Peace qui se passera au Stade de France. Donc c'est la grande messe du rap français de Skyrock, le rap de vendu. Et donc il y a eu une conférence qui a été faite récemment là avec tout le gratin de ces rappeurs, c'est-à-dire IAM, Section d'Assaut, La Fouine évidemment, Orelsan, le nouveau Diams, voilà donc. Et évidemment, il y a eu comme parrain Julien Drey. Julien Drey qui était là comme le parrain dans tous les sens du terme d'ailleurs. La région Île-de-France, quand elle a été sollicitée pour aider cet événement, l'a fait avec plaisir, avec volonté, et que c'est justement ce que nous avions discuté avec les organisateurs en disant si on fait un concert, peut-être aussi on peut faire plus qu'un concert, et c'est ça qui nous a amené à concevoir toute cette présence des graphes, de toute cette culture urbaine qui existe autour du rap et la valoriser au travers de cet événement. Je pense qu'il y a une bonne complémentarité et qu'autour de ça il y a aussi toute une expression qui existe, qui va pouvoir se retrouver, et c'est une dimension culturelle en tant que telle que nous voulons affirmer par notre soutien ici, et donc vous souhaitez bonne chance, vous dire qu'on compte sur vous et qu'on sera là fidèle au rendez-vous. Merci. Merci. Et qui était là, et voilà, donc la boucle est bouclée, qui rappelait aussi évidemment à tout le monde que voilà, je suis... Alors, il y a une phrase en plus qui est très très marrante, c'est qu'il y a Laurent Bonneau qui est le programmateur du rap, donc qui est le père du rap français, rap de vendu, je précise toujours. Donc il y a Laurent Bonneau lors de la présentation justement de cet événement qui dit voilà, il y a... le papa des SOS Racisme. Le papa des SOS Racisme, c'est grâce à lui qu'on est là, c'est par là tout a commencé. C'est alors que les gens ne se cachent même plus. Voilà. Et là, je voulais remercier très chaleureusement la région Île-de-France et le monsieur culture de la région Île-de-France, Julien Drey, qu'on ne présente plus, qui a été le papa de SOS Racisme. Il y a longtemps. Il y a très longtemps, mais enfin, ça a ouvert la voie. Donc il y a toujours les collabos qui sont là, les agents du système, qui n'ont même pas cette intelligence de voir à quel point le piège est évident. Et c'est vrai qu'on commence à avoir une ressurgescence quand même de ce piège antiraciste, justement aussi par rapport aussi aux problèmes, aux problématiques qu'on leur pose. Et ils essayent un petit peu de déjouer l'éveil des consciences qui est en train de plus en plus d'être activé. Donc maintenant, moi je pense qu'il faut aussi... qu'on discute avec vous, parce qu'au bout d'un moment... Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'ayez pas peur, lancez-vous. Sur le rap ou n'importe quoi...